Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. L'exécutif de la Fédération camerounaise de football est-il vomi par ses membres ou ces réformes sont-elles simplement trop douloureuses à absorber? Depuis 2021, les changements structurels engagés par l'instance dirigeante du football camerounais ne semblent pas susciter l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Si les joueurs principaux concernés paraissent globalement épanouis, les présidents de clubs, eux, expriment ouvertement leur mécontentement. On en veut pour preuve les suspensions comme celle d'Adolphe Nseke de Aigle Royal du Mongo et du capitaine Joseph Tcheu, pour ne citer que ceux-là. La dernière brouille en date est celle de Bamboutos de Mbouda, dont le président a démissionné. Et depuis 24 heures, le club a décidé de se retirer du championnat de la MTN Elite One. Autant de faits qui portent à croire que le climat qui règne entre la Fédération camerounaise de football et ses membres n'est pas serein. Ne faut-il pas y voir une divergence de vision et d'objectifs? Les responsabilités sont-elles partagées? Les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. En ouverture, état d'avancement des travaux sur la route EDA Dizangué-Mouanko, alors que 5 à 7% des délais contractuels ont déjà été consommés. Le niveau d'avancement des travaux demeure très faible, estimé à seulement 0,1% selon le délégué régional des travaux publics de la Sanaga-Maritime. Ce dernier a présenté ce constat à Yaoundé à l'occasion de la revue nationale des projets routiers en cours, présidée par le ministre des Travaux publics. Les travaux ouverts en cours du 14 au 17 avril vise à identifier tout obstacle à l'achèvement des projets sur l'ensemble du territoire national. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Parmi les 98 projets à examiner par le ministre des Travaux publics, le tronçon EDA Dizangué-Mouanko est particulièrement structuré. Présent à la rencontre, le délégué régional des Travaux publics de la Sanaga-Maritime a rappelé les retards du projet, initialement confié à l'entreprise Zuidaf, dont le contrat a été résilié après plus de 5 ans d'exécution. Donc, CEFEC a été mobilisé récemment et par ordre des services nous a contactés et ensemble nous avons commencé à mener certaines actions sur le terrain, notamment les travaux préparatoires à son lancement effectif des travaux. Donc c'est pour vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas grand-chose sur le terrain, mis à part qu'ils ont déjà fait les implantations, ils ont fait les visites préliminaires pour visiter les carrières et autres. Le chantier a été relancé avec l'entreprise chinoise CEFEC, aujourd'hui en phase de travaux préparatoires. Cependant, l'avancement réel reste faible, autour de 0,1%, faute notamment de documents techniques manquants. Parce qu'il y a un projet d'exécution qui avait été fait, qui avait été validé, mais dont nous n'avons pas eu le retour sur le terrain. Donc directement, il faut donc que CEFEC s'appuie sur ces études-là pour aller le plus rapidement possible. Mais notamment, quand même, sur le terrain, il y a des actions qui seront menées, qui est le maintien de la circulation, parce que vous voyez, les grandes pluies sont en train d'arriver et la Sanaga-Maritime a ceci de particulier que vraiment le sol ne tient pas. Les orientations finales pour l'avancée de ces travaux seront données par le ministre des Travaux publics le jeudi 17 avril prochain, à l'issue de cette importante revue nationale. Et le représentant de l'entreprise CFHEC a présenté l'état d'avancement des travaux de la phase 2 de l'autoroute Douala-Yaoundé, précisant que les progrès actuels portent essentiellement sur les études techniques. Le tracé du tronçon PK100 à PK201 est en cours d'optimisation. Quant à lui, les limites d'emprise ont été matérialisées jusqu'au PK89 en attendant la suite des travaux dans la région du
littoral. Les 5 premiers kilomètres sont prêts à démarrer sous réserve de la libération des emprises. Toutefois, l'absence d'indemnisation des populations riveraines a provoqué un retrait temporaire de l'entreprise. Apprend-on. Écoutons-le à ce propos. Je vous propose donc d'écouter Huang de l'entreprise chinoise CFHEC. Il est au micro de Julien Bapongué. Les 5 premiers kilomètres, une fois que l'emprise est libérée, nous pouvons commencer parce que nous avons déjà déposé des engins pour faire le déforestage. Et après, comme les populations riveraines n'ont pas été indemnisées, ils ont dit non, vous allez d'abord nous indemniser avant de travailler. Et après, nous nous sommes retirés. Donc, on a saisi le ministre. Et le ministre, tout à l'heure, il a dit que le préfet, il va échanger avec le préfet pour que le préfet nous donne le rapport d'évaluation et toutes les données nécessaires pour les 5 premiers kilomètres. Et après, le ministre a dit que soit le MINTP, soit l'entreprise va indemniser les populations qui se trouvent sur les 5 premiers kilomètres. Également dans l'actualité en politique, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'Est, Michel-Ange Anguin, décline publiquement toute collaboration avec Joseph Lé, nouvellement désigné chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC à l'Est, tout en reconnaissant le rôle de ce dernier à la tête du RDPC dans le Oignon. L'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, actuel conseiller technique auprès du ministre de la Justice, a réaffirmé son engagement envers des valeurs politiques axées sur la transparence et l'éthique. Cette annonce intervient à quelques semaines d'un méga rassemblement organisé en faveur du président de la République, par ailleurs président national du RDPC, Paul Biya. Fondre de Marquez. The recent response from Michel-Ange Anguin, a militant of the Cameroon People's Democratic Movement Party, CPDM, to Joseph Anderson Lé, head of the CPDM's Regional Permanent Delegation for East Region, has sparked considerable interest. In a 2-page letter, Anguin requests to be removed from the list of elites participating in an upcoming gathering in Betwa, scheduled for early May this year, which aims to rally support for the CPDM party led by Paul Biya. Pour ne pas vous gêner, je vous demande de me retirer de la délégation départementale permanente du RDPC pour le Haut-Nyang. Cela vous évitera sans doute des « oubliés », votre frère jumeau dans vos décisions souveraines. In this formal but yet critical letter, Michel-Ange Anguin, technical advisor to the Minister of Justice, emphasizes his commitment to ethical politics and transparency, refusing to compromise his principles. As a former minister and CPDM militant, Anguin reminds the party's East Regional head of the importance of safeguarding votes for the party while delivering a message driven by conscience. Rappelons-nous cependant que dans l'intimité de l'isoloir, seul devant Dieu et face à sa conscience, chacun de nous dispose d'une voix, une seule, quel que soit son rang ou son statut social. Tous les votes comptent. Votre mission principale est de veiller à ce qu'aucun vote ne soit oublié lors du décompte final. Votre mission est d'éviter que vos décisions soient embarrassantes ou source de division. Qui mieux que vous, désormais chef politique de la région du Grand Est, savez que le RDPC est un parti d'unité. Je me méfie beaucoup des discours grandiloquents. Minister Anguin underscores his dedication to transparency and honesty in politics, distinguishing himself from the often cunning and ruthless tactics prevalent in the field. Minute présidentielle. Et minute présidentielle, une rubrique à laquelle vous aurez désormais droit dans le Grand Plateau. Et ce soir, pour ceux qui se demandent qui peut s'inscrire sur une liste électorale
et quand? Eh bien, sachez que le vote est un devoir citoyen que tout le monde se doit d'accomplir. À une époque dans l'histoire du Cameroun, cet exercice était obligatoire et la carte d'électeur, une pièce exigible lors des contrôles de police. Mais depuis l'avènement du renouveau en 1982 et du multipartisme, il n'y a plus de contraintes à ce sujet, tout étant laissé à la conscience de tout un chacun pour la participation aux élections. Mais pour prendre part à une élection, il faut une qualité qui s'acquiert par l'inscription sur une liste électorale. Qui peut donc s'inscrire sur une liste pour participer aux élections et quand peut-on s'inscrire? Roland Tapi a feuilleté le code électoral et nous en dit davantage. Le code électoral, qui fait office de la Bible des élections, indique à l'article 45 que est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, d'âge, âgée de 20 ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. C'est donc l'inscription sur la liste électorale qui confère à tout citoyen la qualité d'électeur et par ricochet donne la possibilité d'être candidat également à toute élection dans les conditions prévues par la loi. Il faut relever ici que la loi parle de 20 ans révolus le jour du scrutin. Cela veut dire que dès l'âge de 19 ans, on peut déjà s'inscrire, mais on ne pourra voter que quand on aura 20 ans. Par exemple, si les élections présidentielles doivent se tenir le 10 octobre 2025, tout jeune qui aura 20 ans le 10 octobre peut déjà s'inscrire sur une liste électorale. Il ne faut donc pas toujours attendre d'avoir 20 ans pour s'inscrire. On peut le faire avant, dès qu'on a déjà sa carte nationale d'identité qui s'établit à 18 ans. C'est le sens de l'article 46 alinéa 2 qui dit « peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors des révisions des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin ». On note avec l'article 71 que l'inscription sur les listes électorales est un droit et précision est faite à l'article 70 alinéa 3 qu'il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription comme pour la carte nationale d'identité. Où et quand s'inscrire? L'article 70 alinéa 1 indique que les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Sur le plan pratique, chaque commune au Cameroun a un bureau de Elections Cameroun où on peut s'inscrire. À l'article 74, on lit que 1. Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. 2. La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. Mais attention, quand il y a élection, l'inscription sur les listes électorales s'arrête dès la convocation du corps électoral. En 2025, par exemple, le corps électoral pour l'élection présidentielle peut être probablement convoqué au mois de juin. Dans ce cas, les inscriptions vont s'arrêter et ne pourront reprendre que l'année prochaine. Et comme les élections municipales et législatives pourront avoir lieu en mars 2026, cela suppose aussi que dès janvier 2026, le corps électoral sera convoqué. Donc, pas d'inscription pendant ce temps, il faudra attendre le mois d'avril 2026 pour la réouverture des listes. En clair, les inscriptions risquent de s'arrêter en juin 2025 pour ne reprendre qu'en avril 2026, soit 10 mois au total. Avis donc à ceux qui traînent encore le pas. Minute présidentielle. Et on parle santé. À présent, le Human Papillomavirus fait 1800 morts chaque année au Cameroun. Ce chiffre a été dévoilé par le chef du district de santé de Boko dans l'arrondissement de Douala 3e, s'exprimant lors du lancement de la campagne contre le virus du papillome humain. Le docteur Niobé Guy Martin a souligné que le virus expose les victimes à divers cancers. Nous l'écoutons. Actuellement, les chiffres disponibles que nous avons à notre niveau, ce qu'au niveau national, nous sommes probablement à 3000 cas en moyenne par an, nouveaux cas, pour à peu près 1800 décès par an. Donc, ce qui fait que c'est une charge qui est vraiment de plus en plus importante. Mais les études sont encore en train d'être effectuées pour pouvoir améliorer cette épidémiologie, la connaissance de la maladie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se déclarent pas. Et c'est aussi le lieu d'appeler, au-delà de la vaccination, les gens à aller se faire dépister.
Parce que c'est comme cela qu'on pourra avoir une meilleure cartographie, une meilleure démographie, une meilleure épidémiologie de la maladie. Les études montrent que chez la femme, c'est le deuxième cancer, après celui du sein. Mais les études aussi ont démontré que tout le monde, les garçons aussi, peuvent être impactés. On vous a fait comprendre qu'on peut avoir des cancers, non seulement la vue, du pénis, des cancers de la gorge. On peut avoir plusieurs types. Ce virus peut être facteur d'une multitude de cancers. Et la meilleure façon de protéger, comme on l'a dit, grâce à la vaccination, mais aussi de la débuter avant la sexualité. Avant la phase effective de la sexualité, la phase active. C'est à ce moment-là que le vaccin peut être beaucoup plus efficace. Et comme nous savons que parfois dans notre contexte la sexualité est précoce, c'est pour ça que dans le contexte camerounais, on préconise la vaccination dès 9 ans. Donc la cible pour nous, c'est les enfants, les adolescents, filles et garçons de 9 à 14 ans. Et justement, au moins 5000 enfants de moins de 14 ans sont ciblés par la vaccination contre le virus du papillome humain dans la région du littoral. La campagne a été lancée ce mardi à Ndokpassi 3 en présence du délégué régional de la santé publique pour le littoral. Les médecins, quant à eux, insistent sur le fait que le papillomavirus provoque le cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi la prévention est cruciale. J'irai Sazangué et Fondre Marquez compte rendu. At least 5,000 children below 14 years old have been targeted for a one-week campaign against human papillomavirus. Victims are infected after having unprotected sex, as explained by James Longsey, who works at the expanded program on immunization at the Regional Delegation of Public Health. They are exposed when they have a sexual intercourse, when they are not protected. They can have it with the person that is infected. And since in our society we've mostly faced that young people that facing sexual abuse, so we cannot easily know who person is infected or not. That's why the prevention is the best way to protect our children. Findings have revealed that papillomavirus causes cervical cancer, which is why non-governmental organizations have intervened to curtail its spread. Papillomavirus is very dangerous virus because it causes cervical cancer and many other cancers that destroy sex of man and human. Jonas say that vaccination against the virus has not been easy because most parents are reticent. Since the development of social medias, there are many fake news concerning vaccination in general, and when you talk about human papillomavirus, people are afraid. There are a lot of vaccination hesitancy on the field. What we are doing is convening population, helping them having good information about the importance of getting vaccination against human papillomavirus. Before Douala, the exercise was launched in Yaoundé and Bafoussam respectively. Précisons que le programme de vaccination contre le virus du papillome humain a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et de la désinformation ayant freiné l'adhésion des parents est donc relancé. Léonard Ewanet, épidémiologiste et coordonnateur régional du programme élargi de vaccination, a détaillé les obstacles rencontrés sur le terrain, soulignant l'impact des rumeurs sur la méfiance surtout des familles. Ces explications dans cet extrait sélectionné par Jiré Sazangué. The introduction was done in routine vaccination since 2020, but since then the results were not evident because the introduction came at the same time that we have COVID, and there was a lot of disinformation. There were so many rumors concerning the vaccine, but a lot of effort has been carried out, and today with the support that we've gotten from partners, we feel that parents will be able to get informed through community dialogues, and that we'll be able to obtain the community engagement that we have long sought. So we feel that the project has been launched, and it's left for the chief of health areas and the DMOs to make sure that parents are informed and that our young adolescents are vaccinated.
Et du sport, pour refermer cette session d'information, la nouvelle du désistement de l'équipe mythique des Mangwa Boys du championnat camerounais n'est pas saluée par les amoureux du ballon rond à Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Le club aux millions de supporters a annoncé à travers un communiqué signé par l'administration son retrait du championnat camerounais sous l'ère Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Dans ce département frontalier au nord-ouest Cameroun, les supporters de Bamboutos de Bouda fustigent dans un premier temps le fait que la direction du club et le club aient été délocalisés à Douala. Loïc Tegia et Franck Duroc Tassonka. Centre-ville de Bouda, ce mardi matin, un seul sujet au menu des échanges, le désistement du club phare de ce département du championnat camerounais. Face à cette nouvelle, qui visiblement ne réjouit personne, certains anciens joueurs disent leur déception. C'est mon sang, c'est tout. Ça représente tout pour nous dans les Bamboutos. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, je voudrais juste comprendre. Parce que là, je ne comprends rien. La décision de se retirer du championnat camerounais semble ne pas faire l'unanimité ici à Bouda. À côté de cette sortie, qui cristallise toutes les attentions, le comité de soutien de Bamboutos dénonce ce qu'il appelle la gestion de la Fédération camerounaise de football. Mais nous serons vraiment déçus si au sommet, ils ont vraiment décidé d'arrêter et se retirer. Non, nous voulons le spectacle, nous voulons jouer, nous voulons porter l'équipe vers le haut. Le problème est partagé. Déjà, à la direction, à Tinga, il y a déjà un véritable problème dans le management et la gestion. Et surtout que, généralement, les décisions sont à tête chercheuse, nous avons constaté. Parce que quand nous sommes qualifiés pour être africains, et on ne sait pas par quelle alchimie on nous a empêchés d'être africains. Depuis quelques saisons, apprend-on, les supporters des Mangwa Boys sont sevrés de la chaleur de leurs footballeurs, délocalisés pour le littoral. Je ne vois pas comment l'équipe d'un département, on peut nous dire qu'on retire Bamboutos du championnat camerounais. C'est anormal. Le fait que l'équipe se trouve à Douala, c'est un problème pour nous. Parce que quand l'équipe était à Bouda, moi-même particulièrement, je l'ai donné à manger ici. Je l'ai faroté. Donc, quand on vient nous dire que l'équipe a faim là, ça nous surprend seulement. Or, quand l'équipe est sur place à Bouda, l'équipe ne souffre pas. Dans la lettre adressée au président de la Fédération camerounaise de football, l'administration de Bamboutos de Bouda indique que leur décision est la conséquence de nombreux griefs qui leur ont été préjudiciables. À noter que c'est le deuxième club qui désiste après Djiko FC de Banjul depuis la reprise du championnat. Et bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. La situation entre la Fédération camerounaise de football et ses membres nous préoccupe ce soir. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Mais déjà, Charles Douglas Ndemba est avec nous en plateau. Bonsoir Charles. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Alors une simple question pour commencer. Ça va ou ça ne va pas entre la Fédération camerounaise de football et ses membres, notamment les responsables de la Fédération camerounaise de football et les clubs? Pour qui suit le football camerounais depuis au moins une dizaine d'années, doit simplement se mettre à l'esprit que ça ne va pas aller. D'abord, ça ne va pas. Ensuite, ça ne va pas aller. Ça va continuer de ne pas aller dans la mesure où les réformes viennent bousculer les gens dans des habitudes qui sont devenues des secondes natures. Après, dans les habitudes, on peut trouver des choses positives, on peut trouver des choses qui sont négatives. Mais les réformes ont ceci de particulier qu'elles viennent vous forcer presque à vous remettre en question. Elles viennent vous obliger à adopter un nouveau style de gestion, puisque là on est dans le cadre par exemple de la gestion des clubs, une nouvelle façon de voir les choses. Et là, on est dans un rapport où il y a la fédération qui a une nouvelle vision, qui veut que les choses ne se passent plus comme elles se passaient. Et il se trouve qu'il y a des clubs qui avaient déjà un certain rythme, un certain type de fonctionnement. Et on est obligé de voir ce qu'on voit aujourd'hui là. Ceux qui pourront s'arrimer à ce que veut la fédération, qui est bien sûr d'abord l'émancipation des clubs, mais surtout leur professionnalisation, ils vont le faire. La fédération va continuer avec eux. Mais sinon, ceux qui ne pourront pas, je ne sais pas s'il y a des négociations qui seront engagées pour qu'on les accompagne
ou alors ils vont simplement être restés à quai. Mais au-delà des réformes qui font problème de votre point de vue, Charles Douglas Nemba, est-ce que cet autoritarisme du nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football, principalement du président de la FECAFOOT, ne crée pas aussi des grincements de dents, ne froisse pas un peu les responsables de clubs? Ça donne l'impression que c'est un autoritarisme, parce que je me souviens encore, en discutant avec quelques acteurs du football, pour dire... plusieurs acteurs exigent que la fédération soit rigoureuse. Ça va faire 3 ans que la fédération a mis sur pied, ou alors demande au club de respecter 16 points. Parmi ces points, on demande au club d'avoir un kiné, on demande au club d'avoir un organigramme en bonne et due forme, on demande au club de migrer en société anonyme, si vous voulez, à responsabilité limitée. Il y a un certain nombre de choses qu'on demande au club, et les acteurs n'arrivent pas à suivre ce que la fédération a demandé au club. Alors, j'imagine que la fédération a demandé ça au club, c'est dans une assise, c'est dans des discussions où on s'est dit, bon, voici la ligne directrice que nous voulons pour rendre ce football un peu professionnel. Du moins qu'il soit un football potable, qu'il soit un business. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a ce séminaire organisé par la FIFA, évidemment avec l'appui de la Fédération camerounaise de football, pour former les responsables de clubs dans la gestion des clubs, pour qu'ils comprennent comment rentabiliser les clubs dans la gestion administrative de leur club, pour que ce soit vraiment comme un business. Une initiative qui a été saluée. Et je crois qu'aujourd'hui, les clubs ont simplement du mal à s'arrimer. Maintenant, pour revenir à la question sur l'autoritarisme, mais on ne peut pas avoir des omelettes sans casser des œufs. On est obligé de passer par cette case douleur-là. Il y a des clubs qui vont suivre le mouvement, il y a des clubs qui ne vont pas suivre le mouvement. On a l'impression justement que c'est un autoritarisme tout simplement parce que, je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien avant, mais on n'était pas dans la bonne direction. On n'était pas dans la bonne direction, et tellement les choses se passaient mal. Moi, j'ai connu plusieurs cas. Est-ce que vous vous imaginez que les footballeurs, et je ne parle pas de 2018, 2019, 2020, hein, je vous parle de 2010, 2011, les footballeurs engagés avec des contrats dans des clubs, pour peu qu'ils ont un bobo, moindre mal, il rentre au quartier, il est oublié, il passe se soigner tout seul. Il reçoit peut-être les premiers soins du kiné, du club. Après, si c'est une entorse, un bobo qui demande encore un peu plus d'expertise et plus de moyens forcément, il n'est pas soutenu par le club. Il n'est pas soutenu par le club. Est-ce que ce n'est pas parce que le club n'a pas suffisamment de moyens pour gérer ce genre de situation? Bon, là, ça demande la question des moyens, ce qui derrière, par ricochet, va faire intervenir la gestion du club. Okay. Oui. Maintenant, les clubs n'ont pas les moyens. Et ici, il faut reconnaître quand même que les présidents de clubs font des efforts. Maintenant, est-ce qu'ils font des efforts dans le bon sens? Est-ce qu'ils font des efforts dans le sens de développer les clubs pour avoir plus de rente financière afin de pouvoir gérer le quotidien des clubs? Parce que le quotidien des clubs est lourd. Il est archi lourd. C'est la raison pour laquelle, c'est la conséquence pour laquelle vous allez voir beaucoup attendre les subventions. On ne va pas dire que les présidents de clubs ne font rien. Ils font à leur niveau, ils dépensent de l'argent, sauf que ce n'est pas bien redirigé avec les clubs, avec tout ce qu'il faut faire pour un club. Et dommage, ça devient un gouffre à sous. Il n'y a aucun président de club qui est entré dans le football tel que c'est fait avec les pratiques qu'on a là maintenant sur les 20 dernières années, si vous voulez. Il n'y a aucun, je dis aucun, qui est sorti de là fringant, qui est sorti de là, qui a multiplié sa fortune. Si tel qu'il est venu avec un peu de fortune ou alors un peu d'investissement, parce qu'ils viennent toujours avec de l'investissement. Personne n'a fructifié. Certains ont peut-être eu des gains suite à 1 ou 2, 3 joueurs transférés, mais encore que, après, quand vous faites le calcul entre ce qu'ils ont sorti au quotidien et ce qu'ils ont gagné durant toutes ces années, je crois que le gap est important. Donc c'est important aujourd'hui que les clubs, je ne veux pas m'attarder sur les présidents de clubs, que les clubs comprennent que le football, c'est un business et ils doivent avoir un modèle de gestion pour pouvoir gagner de l'argent, et ce n'est pas sorcier.
Un club qui a compris que le football c'est un business, mais qui a tout de même décidé de se retirer de toute activité liée à la Fédération camerounaise de football. C'est Bamboutos de Mbouda. Et on évoque justement cette situation de Bamboutos de Mbouda, de Diko FC et du football camerounais en général avec Lucien Metomo qu'on a au téléphone. Bonsoir Lucien. Lucien Metomo qu'on a au téléphone. Allô? Bon, malheureusement, on l'a perdu. On va réessayer de l'avoir tout à l'heure avec l'aide de la régie. Bon, on va réessayer de l'avoir tout à l'heure puisqu'on n'a pas pu le joindre. Mais avec vous, Charles Douglas Nemba, on évoque déjà cette situation au sein de Bamboutos de Mbouda. C'est assez surprenant de se lever un matin et d'apprendre une telle nouvelle. Dans le journal tout à l'heure, on a eu la réaction des supporters de football, des fans de Bamboutos de Mbouda qui sont déçus par cette décision, même si elle semble être justifiée pour X ou Y raison. Revenons un peu sur ces raisons, Charles Douglas Nemba. Comment on arrive au fait qu'un club décide de mettre ses joueurs pratiquement au chômage? Alors, c'est pas surprenant, mais c'est triste. Moi, je compatis à ce qui arrive à ces joueurs. Ça devient un chômage technique. Oui. Voilà, on ne le souhaite à personne. Et je crois que leur quotidien est assez difficile, comme ça, pour avoir ce coup de massue-là. Maintenant, pour comprendre l'attitude des dirigeants. Aujourd'hui, il est vrai que si on s'en tient aux relations d'avant élection 2021 du président de Bamboutos de Mbouda, président en exercice Justin Tagou, avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, je crois que c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a travaillé pour qu'on puisse avoir ce comité exécutif-là. Derrière, il se trouve qu'il y a eu des brouilles, ou alors des mésententes, ou des incompréhensions, disons ça comme ça, entre les deux parties, et qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir une équipe de Bamboutos de Mbouda qui, ma foi, devrait, parce que le règlement d'une compétition, ça se fait avant le début de la compétition. À partir du moment où vous venez changer les règles de la compétition, pendant la compétition ou après la compétition, ça fausse totalement le débat. Ça fausse l'équité, ça fausse l'éthique, ça fausse la déontologie. Et dès le départ, que ce soit les primes de classement pour les playoffs auxquels Bamboutos avait joué avec brio à l'époque du coach Yves Clément Aroga, c'était ici à Douala au stade de la réunification de Bépanda, que ce soit les primes relatives au vrai grand trophée de Bamboutos de Mbouda avec la Super Coupe du Cameroun, que ce soit je crois la prime de vice-vainqueur de finaliste de la Coupe du Cameroun, parce que c'est Coton Sport de Garoua qui avait gagné à cette période-là. Le règlement prévoit quand même que voici ce qu'aura le vainqueur, voici ce qu'aura le vaincu. En termes de play-off, le premier, à la fin du championnat, aura tel, le deuxième aura tel montant, le troisième aura tel montant, le quatrième aura tel montant. Aujourd'hui, c'est un peu triste parce que c'est pas aujourd'hui que Bamboutos se plaint de n'avoir pas reçu cet argent-là. Même s'il y a une autre question qui dit, mais pourquoi ils n'ont pas cet argent-là? Pourquoi les autres? Est-ce que les autres sont dans la même situation? Quand je parle des autres, je pense à Gazelle, je pense à Coton Sport de Garoua. J'ai envie de penser aussi à Victoria United pour savoir si vraiment ils sont rentrés dans leur fond. Qu'est-ce qui cloche? Malheureusement, la fédération n'a pas fait un point de presse là-dessus, n'a pas éclairci réellement sur les raisons qui poussent la fédération à ne pas remettre Bamboutos de Mbouda dans ses droits. Là, ça reste un flou total. Mais dans la logique, ce serait bien que, comme c'est établi que le premier du championnat va avoir tel montant, soit 50 ou 36 millions, le deuxième tel montant, quand le championnat finit, il est de bon ton. Pour des raisons de comptabilité, ça peut souvent traîner un mois, 2 mois, mais là, on n'est pas à un mois, 2 mois, on parle de 2022, là, on est en 2025 quand même. Ça fait un moment, et je pense que le préalable, ça c'est ce que je pense, le préalable, ce serait qu'on respecte ce qui a été dit dès le départ, parce que toutes les 16 équipes qui jouent le championnat camerounais en ce moment, saison 2024-2025, savent que les 4 derniers vont descendre, sans autre forme de procès, avec l'homologation évidemment des rencontres. Les 4 derniers vont descendre. Le premier ira jouer la Ligue des Champions. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun va représenter le Cameroun en Coupe de la CAF, parce que malheureusement, notre quota de représentativité a drastiquement baissé en compétition africaine du fait des résultats médiocres de nos équipes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ils savent
pertinemment ce qu'ils auront en fin de saison. Alors, quand la saison ça se termine, puisqu'on leur a dit que voici ce que vous allez avoir en fin de saison, du premier peut-être, je crois, jusqu'au 5e, on leur donne ce qu'ils ont droit, on leur donne leur dû, tout simplement. Maintenant, s'il y a des reproches, parce que les reproches ne peuvent pas manquer, sur les clubs, je vais prendre le cas par exemple du syndicat national des footballeurs du Cameroun, le SINAFOC, syndicat déchu. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'ANFC, qui travaille en bonne intelligence avec la Fédération camerounaise de football, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, de Lucien Mitomo. Lorsque le syndicat, prenons la barre, l'intervalle 2023-2025, donc sur les 2 dernières années, quand le syndicat vous sort la barre ou alors le diagramme des clubs qui ne payent pas les salaires, ils sont nombreux, dont Bamboutos de Bouddha. Donc c'est pour dire que si c'est des griefs de non-respect de tel ou tel autre engagement, ça n'a rien à voir avec les primes qui doivent être versées soit en Supercoupe du Cameroun, soit en championnat. Ça, c'est ce qui doit être fait. Oui. Ça, c'est ce qui doit être fait. Vous souleviez tout à l'heure, Charles Douglas Demba, qu'il y a également ce problème de paiement des salaires au sein des clubs. Quand on a un Bamboutos de Bouddha qui aujourd'hui arrive à une telle décision, parce que la fédération lui doit quand même un certain montant, des millions de francs CFA, est-ce que c'est justifié au regard de la requête qui est faite? Oui, on n'a pas perçu nos primes depuis 2022 et par conséquent, on ne paye pas les salaires. On ne paye pas les salaires et par la suite, on abandonne toute activité sans se soucier de l'avenir de ces joueurs-là. Il n'y a pas que l'avenir. Ici, il s'agit de tout un département. Il s'agit d'une entreprise. Bamboutos de Bouddha. Il s'agit d'une entreprise qui a des prestataires. Il s'agit d'une entreprise qui a des partenaires. Jetez un coup d'œil au bas, parce que c'est sur 2 pages. Mais ce sont les joueurs qui font vivre un club. J'y arrive. Jetez un coup d'œil au bas de la première page de la lettre de retirement, de désistement du championnat. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des partenaires. 3 partenaires. Des sponsors qui sont mentionnés. Oui. Mais je me demande, est-ce qu'avec les sponsors, on s'est entendu? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver du côté de Bamboutos dans une autre forme de procès où on dit rupture abusive ou unilatérale du contrat? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les thèmes de contrat qu'ils ont avec ces partenaires-là. Quand je finis avec l'image du club, les partenaires, les supporters, parce qu'on ne pense pas beaucoup aux supporters aujourd'hui. Or, s'il y a un club qui a une manne financière, qui peut ou qui doit, ou qui émane de ses supporters, je ne sais pas comment ils sont organisés, ça peut être Bamboutos de Bouddha. Parce qu'en termes de regroupement, en termes de présence, même si ça c'est un peu, c'est des choses qui fonctionnent, qui sont fonction parfois des résultats. Même si ça c'est un peu effrité, mais en termes de représentativité, du nombre, je crois que Bamboutos de Bouddha a un gros capital sympathie, un grand nombre de supporters. Maintenant, quand on arrive, je reviens à la question sur les joueurs. Je réponds par la négative. Non, le fait de ne pas pouvoir avoir les subventions, ce n'est pas un motif suffisant pour ne pas payer les salaires. Si le club est structuré, si le club est organisé, si le club a un minimum de respect pour soi-même, d'abord, parce qu'il y a aussi l'image qu'on renvoie à l'extérieur. On ne paye pas les salaires parce qu'on n'a pas eu d'aide. Ça ne fait pas joli. Alors aujourd'hui, comparaison n'est pas raison certes, mais pour essayer de comprendre l'écosystème, est-ce que Bamboutos de Bouddha est le seul club camerounais sur les 16, pour parler du cas de Bamboutos, qui reçoit les subventions? La réponse est non. Ceux qui n'ont pas reçu les subventions comme Bamboutos de Bouddha, ou les primes, comment ils font pour payer les salaires? Comment ils font pour gérer le quotidien? Parce que justement, Charles, comment font les autres? Alors, pour avoir discuté avec quelques administrateurs du club, et je me rappelle que ce qu'on vit aujourd'hui est un peu symptomatique d'un effritement dans la gestion, d'une friction d'abord entre les dirigeants du club et certains dirigeants de la fédération. Je dis bien certains dirigeants de la fédération. Parce qu'il y a un tournoi organisé par l'école de foot des Boissons du Cameroun, la Easter Cup, où régulièrement, sur les 5 dernières années, on a toujours eu l'équipe jeune
de Bambutos de Mbouda. Curieusement, cette année, c'est un peu compliqué. Alors, que se passe-t-il au sein du club en lui-même? Ça, c'est une question. Mais maintenant, que font les autres clubs? Les autres clubs se disent, bon, ok, voici, et on l'a souvent vu, du temps de Franck Hapi à l'Union sportive de Douala, du temps de l'ancien président de Cosmos de Bafia, j'oublie son nom, les clubs font une assemblée générale en début de saison pour voter un budget. Le budget qui est voté à cette assemblée générale où les membres, les sympathisants, les mécènes, tout le monde contribue parce qu'il y a beaucoup de promesses généralement dans les clubs camerounais, tout le monde contribue et c'est ce budget-là qui est censé couvrir toute la saison, toutes les charges de la saison. Ce budget-là ne tient pas en compte les subventions qui viendront. À ce moment-là, les subventions arrivent comme des ajouts pour pouvoir permettre au club de vivre, de se développer davantage. Lorsque vous regardez par exemple aujourd'hui chez nos voisins tanzaniens, chez nos voisins érythréens, chez nos voisins congolais, et ils se permettent le luxe dans le développement de leur club de faire des publicités au Cameroun, de venir séduire les joueurs au Cameroun. Mais en début de saison, qu'est-ce qui s'est passé pour le cas de Bambutos de Mbouda par exemple? Les joueurs étrangers ont décidé de rentrer chez eux, tout simplement, parce que ça n'allait pas. Alors, entre-temps, est-ce qu'ils sont revenus? Le club a changé, je crois, une fois, deux fois les entraîneurs. Anissé Bagafou, et depuis qu'il est là, ça va faire quoi? Ça va faire sur les 7 dernières rencontres, il n'y a pas de victoire. Tout simplement pour dire que la gestion rigoureuse du club, elle est importante. Et tant que les clubs vont axer leur gestion financière sur les subventions, parce que la subvention, elle vient de l'État. L'État peut décider de donner la subvention en fin de saison. Alors, est-ce qu'on va avoir une subvention qui vient en fin de saison et tous les clubs qui décident d'arrêter, de ne pas jouer le championnat? Je ne pense pas. Il y a des clubs comme Coton, c'est vrai, on va dire que c'est adossé sur l'entreprise de coton, l'assaut des cotons. Il y a des clubs comme Gazelle de Garoua, qui aujourd'hui est ancré dans la formation, un projet de 10 ans qui va bientôt arriver à maturité, bientôt 15 ans. Mais là-bas, on n'entend pas des problèmes de primes, on n'entend pas les problèmes de salaire impayé. Pourtant, il y a des mois, il y a des manquements. Lorsque vous regardez la grille, le diagramme du syndicat national des footballeurs du Cameroun qui est publié, je crois, après chaque semestre, au trimestre. Et les autres clubs se disent, il faut qu'on travaille, les subventions viendront juste pour des apports. Et je vais vous donner une petite anecdote. Il y a des clubs qui se retrouvent en difficulté, qui disent, bon, l'Assemblée générale n'a pas donné beaucoup d'argent, les membres, les sympathisants n'ont pas cotisé, ils partent faire des prêts. Tout simplement, ils font des prêts. Et pour faire des prêts, il faut être crédible. Ils font des prêts et quand la subvention revient, et quand elle arrive, on rembourse l'argent, ça rembourse les dettes. Malheureusement, ce n'est pas tous les clubs qui ont le même modèle économique, parce que c'est de ça qu'il est question. Et on en arrive à ce qu'on voit là. Ce n'est pas le premier club à se retirer, à jeter l'éponge. Peut-être d'autres clubs ne jetteront pas l'éponge, mais d'autres présidents vont dire « stop, j'arrête », simplement parce qu'on demande de la rigueur, on demande une gestion qui va pouvoir amener les clubs à vraiment se conformer où on veut les amener vers le professionnalisme. Je vais terminer avec un autre exemple qui est super important. Il y a, je crois, 3 années de cela, 3 ou 4, on recevait chez les journalistes, dans le cadre d'une de nos soirées où on recevait les grandes figures du football camerounais. Et on avait reçu à cette période-là le président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, celui qui a remplacé Justin Maïbi, David Maïbi, donc Jérémy Soren-Djita. Et on lui avait posé la question qui essaie de savoir que faire aujourd'hui. Je dis bien, il y a quoi, peut-être 5 ans de cela, que faire pour qu'au Cameroun, on puisse avoir des clubs qui posent les jalons, les bases du professionnalisme. Au moins les bases d'une sortie de l'amateurisme. Parce que le professionnalisme, encore, c'est un bien grand mot qu'il faut définir après. Il avait dit, je cite, « La première des choses que les clubs doivent faire, c'est d'avoir un siège. » Parce qu'il y en a qui n'ont pas de siège au Cameroun. Alors, ils sont 16 en MTN Elite One.
difficile d'identifier, excepté Coton Sport de Gawa, parce que je pense que même en division régionale, Caïman Club de Douala également s'est offert un joli siège. Difficile de voir un siège en bonne et due forme, avec des bureaux, où il y a des gens qui travaillent en permanence pour ces clubs-là. Lorsque les clubs vous font le bilan sur les 5 dernières années et des joueurs qu'ils ont réussi sous le truchement de 2 ou 3 agents à placer hors du Cameroun, ça peut avoisiner les 500 millions de francs CFA. Mais qu'a-t-on fait de cette somme qui dans le football mondial ne représente pas grand-chose? Ça, il faut le dire. Mais qu'a-t-on fait de cette somme pour ne pas s'offrir un lopin de terre pour sortir de la location, comme on dit, pour ne pas s'offrir des bureaux, pour ne pas s'offrir un cadre quand même assez approprié. On est même allé jusqu'au plus basique pour demander au club d'avoir un photographe. Un photographe ou même une page sur les réseaux sociaux pour essayer de faire vivre le club. Certains n'en ont pas. Donc c'est un environnement où il faut déconstruire. C'est une mentalité. J'ai souvent la faiblesse de dire qu'il faut former les présidents de clubs qui sont là en ce moment. Il ne faut pas les combattre. Parce que j'ai l'impression que dans le fonctionnement, il y a beaucoup de choses qu'il faut apporter, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Sur le terrain, avant d'évoquer la situation de Djiko FC et celle de la Fédération camerounaise de football avec ses membres qui démissionnent, sur le terrain, est-ce que Bamboutos de Mbouda représente encore cet adversaire féroce, redouté, qui fait quand même craindre les autres équipes? Vous avez parlé tout à l'heure, Charles Douglas, de ces 7 défaites enregistrés d'affilée comme ça, au-delà des problèmes financiers ou des problèmes de gestion que rencontre le club, est-ce que sur le terrain, il vaut encore? Est-ce qu'il s'impose encore? J'ai fait une petite omission, une petite erreur. C'est 6 défaites et 1 match nul sur les 7 derniers résultats de Bamboutos de Mbouda. Considérer ce club aujourd'hui comme un ogre de notre championnat, je suis un peu triste de dire non. Parce que c'est un club qui a toujours, dans ses beaux jours, animé le championnat. Ça, c'est au regard des chiffres? Oui, de ce qui se passe actuellement. Qui a très souvent animé le championnat. Les supporters se sont plaints, je crois, en tout début de saison, en fin de saison dernière, pour dire que c'est devenu Bamboutos de Douala. L'équipe se basait à Douala. On a ramené la réception des rencontres. Alors là, du fait que la fédération a décidé de responsabiliser les clubs au niveau de la gestion de la billetterie, pour dire que le club qui se comporte comme si c'était son stade, c'est-à-dire que qui loue un stade, il va avoir la grosse manne de la billetterie. Donc là, les clubs ont décidé de chercher chacun un stade où il sera à l'aise, où il va mettre... Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les stades, il y a tellement d'employés du club au niveau de la billetterie, à la barrière, pour qu'un radis ne perde pas sa route. Parce qu'ils savent que désormais, c'est important. Le fait de repartir en Bouddha, c'était une très belle chose. Vraiment, là, on a apprécié de ce que les dirigeants ont fait. Maintenant, sur le sportif, il faut rappeler que cette saison, il y a eu ce qu'on appelle une instabilité sur le banc de touche. Un entraîneur est arrivé, il n'a pas eu de bons résultats. Un autre est arrivé, il n'a pas eu de bons résultats. Là, on est avec Adessin Bagafoué. Si vous lui demandez ce qui ne va pas avec l'équipe, probablement il va dire il y a un groupe que j'ai trouvé, c'est pas moi qui ai fait le recrutement, voilà, ça ne se passe pas bien, ou alors c'est souvent les arbitres qui nous clouent, parce que là ça a été évoqué dans la lettre du président, qu'ils ont l'impression que c'est un acharnement contre eux. Avec une cabale. Une cabale, c'est le mot qui a été utilisé avec les arbitres. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer Bamboutos comme un ogre du championnat, parce que lorsque l'équipe, je prends juste des faits, lorsque l'équipe se déplace à Douala pour parler de la capitale économique, au stade Mbappé-Lépé, au stade annexe du stade de la Réunification, au stade de Bonamou Sadi, c'est pas l'affluence des grands jours. C'est pas l'affluence des grands jours. Et maintenant, sur le plan sportif, lorsque les résultats ne suivent pas, il y a comme un effritement, il y a comme un engouement qui s'estompe au niveau des supporters. Justement, sur les résultats de la 19e journée de l'Elite One, Bamboutos de Mbouda est 14e. 14e au classement avec 17 points. Oui. Uniquement. C'est trop peu. C'est trop peu et c'est la raison pour laquelle l'équipe est dans la zone rouge. Il faut faire quelque chose, absolument. Je ne sais pas si la meilleure solution
était de se retirer du championnat parce que les garçons qui composent son effectif, c'est des compétiteurs. Il n'y a rien qui explique qu'on a gagné pendant un moment. Je crois que la dernière victoire de Bamboutos de Bouddha, si mes souvenirs sont bons, remonte au 16 février 2025. Ça fait quand même un moment. Ça date. Ouais, ça fait quand même un moment. Donc du jour au lendemain, les garçons ne sont pas devenus médiocres. Du jour au lendemain, voilà, ils n'ont plus c'est pas qu'ils n'ont plus de talent, mais il y a des choses qu'il faut faire, peut-être au niveau de la motivation, les salaires, les primes, parce qu'il y a beaucoup de ces éléments-là qui reviennent dans la gestion des clubs au quotidien. On a vu les difficultés que rencontre Union de Douala aujourd'hui. Je ne sais pas si pour pousser ça le suit seulement. C'était encore Anicien Bagafoué qui était entraîneur. Il a fallu éteindre une grève de joueurs qui voulaient que les salaires et les primes soient payés. Donc sportivement aujourd'hui, que vous Bamboutos de Mbouda, eh ben, ça vaut une équipe qui joue la relégation, ça vaut une équipe qui a des problèmes au sein de son administration, malgré toute la bonne volonté de ses dirigeants. Ça ne va pas, ça ne se passe pas bien. L'équipe ne gagne pas sur le terrain. Les joueurs, est-ce qu'ils sont payés? Le Sinafoc sortira encore un diagramme pour savoir s'ils ont eu la totalité de leur salaire depuis le début de la saison. Mais le premier diagramme qui est sorti, ça montrait que Bamboutos était dans la zone rouge, donc des mauvais payeurs. Maintenant, est-ce qu'il y aura des mécènes qui vont reprendre le club pour revenir en bonne intelligence? Parce que je crois que le règlement dit après 2 matchs forfaits, c'est le forfait général. Donc vous êtes exclu du championnat et je crois que relégué en division inférieure. Donc il y a encore des journées. Le club sportivement, pour l'instant ça ne va pas, mérite quand même de se battre pour revenir au devant de la scène. C'est une équipe qui, pour moi, certes aujourd'hui, ne peut pas être considérée comme un ogre, mais c'est une équipe qui compte. Et du côté de Diko FC, ça ne va pas également. L'équipe ne s'est pas présentée lors de la rencontre face à Aigle Royal de la Menois, c'est ça? Oui. Et le président du club, le capitaine Joseph Fetieu, qui lui s'est retiré de toute activité liée au football camerounais et a dit dans sa lettre. Je vais lire mot pour mot ce qu'il a écrit au bas de sa lettre. Je démissionne de toute activité du football camerounais et j'y reviendrai quand Samuel Eto'o ne sera plus à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous parliez tout à l'heure, Charles Douglas Nemba, d'un problème de gestion qui n'arrange pas tout le monde. Mais là, quand on cite directement le président de la Fédération camerounaise de football, ça va au-delà du problème de gestion. Est-ce que là, c'est pas justement, est-ce que là, on ne vit pas un problème de personne? C'est toujours regrettable quand on en vient à des problèmes de personnes dans un environnement où c'est les institutions qui doivent se parler, même si c'est des personnes qui incarnent ces institutions. Fetieu a longtemps animé le championnat, Fetieu de Diko Banjoul. Aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est Samuel Eto'o. Alors, je ne sais pas quand le président Fetieu dit qu'il ne reviendra plus jusqu'à ce que Samuel Eto'o parte. J'ai envie de je me pose juste une question. Si en partant, on laisse une gestion rigoureuse, si en partant, on laisse des critères forts pour ne serait-ce que pouvoir être encore appelé président de club, est-ce qu'il reviendra ou il ne reviendra pas? Je crois que migrer vers le problème de Samuel Eto'o, c'est un peu une fuite en avant. Parce que tout Eto'o qu'il est, c'est un comité exécutif. C'est une fédération qui prend des décisions. Et si ce comité exécutif a décidé que désormais, pour pouvoir recevoir vos subventions, parce que nous, en ce moment, on n'est pas en honneur de sainteté avec notre tutelle. Donc, les subventions que l'État donne, ça sonne pour nous comme un piège. On voudrait que, pour nous faciliter la vie avec ceux avec qui on n'est pas en odeur de sainteté, justifier l'usage des fonds qu'ils ont acheminés vers nous, il faut que vous qui êtes nos membres, en recevant ces fonds-là, vous les utilisiez à bon escient et nous souhaitons que vous apportiez les justificatifs qui prouvent que ce que vous avez fait de ces fonds-là, les voici. Nous, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les justificatifs des fonds que vous avez utilisés. Comment vous les avez utilisés? On va les ramener simplement au niveau de la tutelle et on va dire, voici comment l'argent de l'État
a été utilisé. Donc c'est en raison de la demande de ces justifs-là que le président, le président de Feu FC parle de ces subventions qui n'ont pas été reversées depuis 3 ans. Il y a une photo, qui est apparue sur les réseaux sociaux, qu'on a balancée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu une réunion au ministère des Sports. Il y a eu une réunion au ministère des Sports avec certains acteurs du football, certains présidents de clubs. Et on a bien, parce que lui il est facilement identifiable, il est tout le temps en blanc avec son chapeau de cow-boy, le président Joseph Fetieux. Et à cette réunion-là, lorsque les journalistes ont donné la parole aux acteurs du football sur les griefs qu'ils avaient contre la fédération, on a senti qu'il y avait un gros malaise. Parce que comment l'enfant peut avoir un problème si on tend à dire que le fils, si vous voulez, un problème avec le père qui est la fédération, et au lieu de se rapprocher de son père pour essayer de voir comment se faire pardonner ou bien arranger les problèmes de famille, il saute le père et pas directement voir le grand-père qui est le MINSEP. Et là on comprend que, bon, si le grand-père peut prendre des décisions pour venir gérer le foyer du père et que ça marche, on comprend que le père n'a plus sa raison d'être, le père n'a plus sa place. Donc je fais cette représentation imagée pour dire que est-ce que ce n'était pas une erreur des présidents de clubs, de certains présidents de clubs, de certains acteurs, d'aller voir directement le MINSEP. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les griefs qui sont allés porter contre la Fédération camerounaise de football, ça n'a pas avancé d'un pouce. La fédération est restée rigide sur sa décision de ce que vous allez justifier l'usage des fonds que vous avez reçus pour recevoir les subventions que nous avons déjà reçues pour qu'on vous les donne. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des éléments qui entre en droite ligne du malaise aujourd'hui que vivent ces présidents de clubs-là. Parce que les joueurs, c'est un peu ce que nous, les journalistes, nous reprochons aux joueurs. Ils sont prompts, très à même de nous parler en off. Mais il y a toujours la mention, tu ne me cites pas, monsieur le journaliste. Il y a toujours cette mention-là. Tous ces combats, c'est pour les joueurs. C'est les principaux acteurs. C'est eux qui doivent être les stars. Ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas le président de la fédération, ce n'est pas le comité exécutif, ce n'est pas les présidents de club. Ceux qui doivent être à l'aise, plus que tout le monde, pour que l'économie du football décolle, ce sont les joueurs. Alors, à partir du moment où ces joueurs-là viennent vous dire sous cap que, tu vois là, vraiment, on n'a pas reçu d'argent, on n'a pas été payé, c'est symptomatique de ce que est-ce que les subventions que les présidents de clubs reçoivent, ça arrive chez les joueurs? Je dis non. À partir de ce moment-là, il y a comme un effet d'enchaînement ou d'entraînement qui remonte au niveau de la fédération qui bloque les subventions et qui dit il faut d'abord justifier ce qu'on vous a donné. Si on donne les subventions en 2 temps, on dit la première partie, la voici. Venez justifier les 3 mois de salaire de chaque joueur. Il y a même eu des situations où certains présidents que je refuse de citer ici, c'est un club où on a carrément falsifié les signatures. Des joueurs. On a falsifié, on a envoyé des faux rapports à la fédération pour dire tout le monde a été payé. Mais lorsqu'on brandit ça, que tout le monde a été payé, et que dans le même club, le même joueur vous dit non, mon nom que tu vois là-bas, on n'a pas été payé, il allait fabriquer ces choses. Alors, qui manipule qui? Qui dit la vérité? Est-ce le joueur qui ne veut pas qu'on sache qu'il a reçu le salaire, qu'il a été payé, peut-être parce qu'il a des soucis avec le bailleur, avec ses créanciers? Est-ce donc le président de club qui joue au filou et qui veut recevoir encore l'autre partie de subvention et continuer de ne pas payer le joueur? La réponse est dans les clubs. Diko FC, le président de Diko FC se plaint également, dénonce ces trucages de matchs. On en parlait, je me souviens, la dernière fois ici sur le plateau avec vous, Charles Douglas Demba et Joël Babanda. Encore cette affaire de trucage de matchs. Mais pour lui, tout cela sera orchestré par la tutelle, la Fédération camerounaise de football. Quel lien entre ce qui se joue dans un stade et la Fédération camerounaise de football qui ne prend pas directement part à l'organisation des matchs? Pour avoir interviewé personnellement le président de la CCA, la Commission centrale des arbitres,
M. Foko Kamga. Il disait déjà que parfois lui-même, en tant que président, il n'a pas connaissance de quel arbitre va diriger quelle rencontre à tel endroit. Donc, pour dire que lui, il n'a pas la possibilité de manier, si tant est qu'on veut qu'un arbitre aille faire une mission pour un club précis. Maintenant, ce que le président de Fethieu, le Fethieu lui-même, dit, ça peut s'adosser sur des éléments visibles qu'il a pu observer lors des rencontres de son équipe ou des rencontres des autres équipes. Il suffit, ou alors il faut juste collecter ces éléments-là au cours d'une conférence de presse. Les matchs sont de plus en plus diffusés, soit par les pages des équipes, sur Facebook, sur YouTube, soit par la page de la fédération en elle-même. Ou des pages spécialisées. Ou des pages spécialisées. Bravo à tous ceux qui font d'ailleurs ce magnifique job-là. Vous coupez ces éléments-là où vous imaginez que... Alors, où vous vous dites qu'ici, il y a une incongruité, il y a l'arbitre qui n'est pas en train de bien gérer. Vous pouvez vous payer les services d'un expert dans l'arbitrage. Ils sont nombreux qui pullulent là et qui vous disent que bon, ici, c'est attaquable, avec des preuves tangibles. À partir de ce moment-là, il y a une base solide sur laquelle vous pouvez fonder votre argumentaire ou votre accusation. Mais si on se lève juste et on dit que les matchs sont faussés, mon équipe est en train de perdre, voilà, ça peut même être vrai. Ça peut même être très vrai ce qu'il dit. Mais il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de preuves. Tant qu'il n'y a pas d'éléments qui dénoncent, qui prouvent, qui montrent que les données sont faussées dès le départ par les arbitres, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'arbitres ont déjà été sanctionnés. Des arbitres ont été sanctionnés. Suspension 6 mois, suspension 9 mois, suspension 1 an, radiation du corps arbitral parce que les fautes ont été commises. Je voudrais ici, à l'attention de nos téléspectateurs qui nous écoutent, chaque match, il y a des superviseurs, des arbitres qui font des annotations sur leur performance. Mais ces arbitres-là dépendent de qui? Ils dépendent de la CCA, la Commission centrale des arbitres. Ils dépendent de la CCA et je crois que la CCA, évidemment, qui travaille avec l'organisateur, qui est le CTFP, le Conseil national, enfin le Conseil transitoire du football professionnel. Je crois que la question sur les résultats biaisés, sur l'impartialité des arbitres, ou alors si on veut des résultats faussés, doit leur être posée pour que soit ils se lavent les mains, soit ils disent, OK, on a eu tel élément, on va sévir, on va revisionner la rencontre. Et si un arbitre, en fonction du rapport à la fois du commissaire du match et du superviseur, de l'arbitre qui lui est toujours assis en tribune, on va prendre nos responsabilités. Et je crois que cette commission doit pouvoir faire ce travail-là parce que c'est important, pour ne plus ternir l'image du championnat. Parce que lorsqu'un championnat a sur sa tête, comme une épée de Damoclès, une coupole qui vise à le décrédibiliser au niveau de l'éthique, au niveau de l'impartialité des arbitres, ça devient très grave et ça ne donne pas du crédit à ce championnat-là parce qu'on se dit les résultats acquis sur le terrain sont le maniement de 2 ou 3 personnes, en l'occurrence des arbitres. La sortie du président de Djiko FC a quand même fait réagir. Bon, je lisais tout à l'heure le passage qui interpelle directement le président de la Fédération camerounaise de football. N'y aurait-il pas, Charles Douglas Nemba, des antécédents entre les deux hommes même? On se souvient qu'il y a 2 ans, le Joseph Fethieu quittait le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football en raison de la relégation, c'est ça, de son club. Donc, ces antécédents-là, est-ce qu'un élément comme celui-là aurait pu justifier également cette animosité, si on peut l'appeler ainsi, qui existe désormais entre le président de Djiko FC et le président de la Fédération camerounaise de football? D'un seul côté, puisqu'on n'a pas la position concernant la position du président Samuel Eto'o-Fils sur cette situation. Bon, la position, je ne suis pas sûr qu'on l'aura de sitôt. Mais je voudrais rappeler que
s'il y a vraiment animosité, peut-être ce n'est pas le bon mot, s'il y a malaise profond entre les deux, que fait le président? Le président décide simplement de ne plus prendre part au championnat si le malaise est profond. Mais si son équipe a continué de prendre part au championnat, c'est parce que je me dis que quelque part, le malaise n'a pas atteint son paroxysme et qu'il y avait, ou alors il y a encore des voies d'arrangement pour pouvoir se comprendre. Parce que parfois les différences d'opinion ou de point de vue peuvent amener à des frictions. Maintenant qu'il décide, lui, de se retirer de toute activité liée au football, est-ce qu'il n'est pas en train quelque part de... Parce qu'il y a une note qui est sortie dernièrement là, il y a le président de Aigle du Royal du Mungo qui a été suspendu, je crois, de 10 ans de toute activité liée au football. Est-ce que ce n'est pas cette menace qui pesait sur la tête du président Joseph Fétieux et lui, il a juste voulu anticiper pour ne pas être frappé par cette décision-là. Donc je crois que c'est des éléments qui, avec le temps, nous diront réellement quelles sont les vraies motivations des uns et des autres sur le déroulé des relations entre la FECAFOOT et ses membres. Parce qu'une chose est sûre, en ce moment, on revient à la question de départ, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas entre la fédération et certains de ses membres. Les raisons, on les a évoquées. Il y a une vision qui, vraisemblablement, n'est pas partagée, n'est pas commune. Est-ce qu'on peut trouver des voies et moyens de pouvoir permettre à la fédération de faire comprendre de nouveau à ses membres le bien fondé des réformes? Je crois que là est toute la problématique. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont adhérer? Mais sinon, je crois qu'aujourd'hui, avec cette radicalisation, parce qu'on a demandé à la fédération, parce qu'elle a été souple, la fédération, elle a vraiment été souple. Oui. Elle a mis un ensemble de critères pour pouvoir respecter le championnat, respecter ces critères-là et participer au championnat. Sur 16 clubs, 18 avant ça, peut-être 2 ou même pas 1, on avait respecté. Mais le championnat s'est joué. On n'a suspendu personne, on n'a sanctionné personne. Parce que je peux vous assurer, Claude Maillot, que si on applique avec fermeté les résolutions ou alors ce que la fédération demande au club de respecter, je ne suis pas sûr qu'on aura un championnat même à 10 clubs. Et concernant le club Djiko FC de Banjoun, quelle sera la suite, son avenir? Est-ce qu'avec le retrait, l'abandon, le retrait du président de Djiko FC, de toute activité liée au sport... Il n'a pas retiré le club. Justement, la situation du club reste inchangée? Alors, la situation du club, normalement, reste inchangée, à moins que le secrétaire général du club ou le directeur du club fasse une sortie, comme ça a été le cas pour Bamboutos de Bouddha. Oui. Donc, probablement, Fétieux, oui, le club porte son nom, mais est-ce qu'il est seul dans l'actionnariat de ce club? Je ne sais pas. Mais là, lui, il a décidé de se retirer. Est-ce que le fait de se retirer, de fait, retire aussi son club du championnat? Peut-être les prochaines journées nous diront de quoi il en retourne. Et nous avons été rejoints par un responsable de Bamboutos FC de Bouddha, Armand Roger Tepono. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Balafon. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour ce retard parce que nous avons d'autres occupations et maintenant, comme c'est une chaîne sérieuse que nous respectons beaucoup, nous avons... Il fallait au moins honorer on a tout fait pour être là malgré les bouchons de Douala. On s'est battu et on est là. C'est avec beaucoup de fierté, de joie qu'on est sur votre plateau ce soir. Merci beaucoup d'avoir honoré à cet engagement malgré toutes vos activités. L'actualité autour de Bamboutos FC fait parler. On a eu dans le journal tout à l'heure la réaction des supporters de Bamboutos de Mbouda, à Mbouda précisément, qui sont un peu déçus après avoir accueilli cette mauvaise nouvelle de leur point de vue. Bamboutos de Mbouda qui se retire totalement du championnat camerounais. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on sait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette version qui a été partagée abondamment sur les médias sociaux? Je vais dire tout de suite que moi-même, je suis supporter de Bamboutos de Mbouda, donc je suis déçu. Autant que les supporters, millions de supporters de Bamboutos de Mbouda. Je suis déçu, mais c'est une décision courageuse. C'est une décision qui aurait dû être prise depuis très très longtemps. C'est vrai que ça fait mal lorsqu'on le dit comme ça, mais il fallait le faire. Simplement,
Pourquoi? Il y a depuis 2-3 ans au Cameroun des présidents de clubs qui disparaissent du mouvement sportif et du championnat camerounais simplement parce qu'ils ont une opinion autre que celle que la Fédération camerounaise de football a. Ça veut dire que dès que vous dites quelque chose qui va pas dans le sens de la Fédération camerounaise de football, il y a des suspensions à vie qui sont prononcées. Il y a des clubs qui commencent à perdre subitement des matchs, des clubs performants qui subitement perdent des matchs et qui disparaissent les unes après les autres. On prend le cas de UMS de Loum. Son président a été suspendu, son fondateur est suspendu à vie. Le club a perdu une série de rencontres et puis on ne sait plus où il se trouve aujourd'hui. Je prends l'exemple de Stade de Berthois. Je prends le cas de Dragon de Yaoundé. Je prends le cas de AS Fortuna qui est né en première division aujourd'hui que parce que son président est décédé. C'est malheureux de le dire comme ça, mais si son président était vivant, cette équipe ne serait pas là où elle se trouve aujourd'hui. La sentence qui a suspendu à vie certains présidents de clubs suspendait également le président Minella de AS Fortuna. Mais sa mort n'a pas permis à la fédération de rendre publique la sentence qui était la sienne. Voilà donc l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Beaucoup de personnes parlent d'argent, de Bamboutos, non. Mais dans votre communiqué, vous parlez d'argent, de ces primes qui n'ont pas été reversées jusqu'aujourd'hui. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais Bamboutos n'a pas forcément besoin des primes de la fédération pour exister. Vous comprenez? Bamboutos peut se financer de diverses manières. Il y a aujourd'hui encore le mécénariat et les supporters, les millions de supporters de Bamboutos qui peuvent mettre la main dans la poche. Il y a des mécènes, parmi lesquels M. Tagou, qui est un amoureux fou de foot et un amoureux fou de Bamboutos Football Club de Bouddha. Moi, je pense que c'est un monsieur qu'il faut respecter. Avant, je ne connaissais pas beaucoup, mais j'ai eu à passer un moment à Afrique Média très court, à la télévision, et puis je suis allé ailleurs, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Je ne connaissais pas beaucoup, je l'ai vu à l'œuvre, et dans le département de Bamboutos, il y a peu de personnes qui sont capables de mettre autant d'argent que ce monsieur dans le football. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu des saisons où Bamboutos de Bouddha a dépensé en termes de recrutement plus de 60 millions de francs CFA. Vous pensez que ces 25 millions qui viendraient de la fédération, qui apporteraient quoi au bien-être de Bamboutos et au fonctionnement de cette équipe et à la vie de cet homme? Non, il faut le respecter, le laisser où il se trouve. Mais pourquoi faire mention justement de cet argent au lieu justement simplement de parler de toutes les frustrations que subit Bamboutos de Bouddha? C'est pour ça que je dis, je ne parle pas d'argent aujourd'hui. Mais vous en avez parlé. Parce que vous avez posé la question, il fallait bien que je vous dise quelque chose par rapport à ça. Mais je vous dis, le retrait de Bamboutos aujourd'hui est dû à une chose essentielle. Le dernier match de Bamboutos qui s'est joué à Bouddha, face à Dynamo de Douala. Dynamo était dernière de notre championnat. Et une série de défaites que vous n'imaginez pas. Avant le dernier championnat, une série de défaites que vous n'imaginez pas. La frustration de ce jour a atteint un niveau, parce que les joueurs de Bamboutos avaient une prime de match à 50 000 francs CFA, ils voulaient gagner ce match. La frustration a été à tel point que les supporters de Bamboutos de Bouddha ont dit à haute et intelligible voix que ce que vous faites à Yaoundé et à Douala, si vous nous amenez ça ici, dites à vos frères qui viendront pour la prochaine fois. Je ne vais pas dire le mot exact, mais c'était pour dire qu'ils ne rentreront pas de là vivants. Bamboutos de Bouddha a eu un passé assez tumultueux avec ses supporters, souvent un peu fougueux, et on a essayé de canaliser ça. On a calmé tout le monde. Pourquoi les arbitres de Bamboutos Dynamo sont sortis du stade sain et sauf dimanche dernier? Simplement parce que les joueurs de Bamboutos, dans les couloirs, vous savez, les joueurs et les arbitres sont les acteurs du football, ils se rencontrent partout, dans les quartiers, dans les bars, dans les buffets, n'importe où. Ils sont amis. Ils sont amis. Ils se sont rencontrés dans les couloirs et les joueurs de Bamboutos ont demandé au central de cette rencontre, c'est quoi ton problème? Harcelé, il a dit, nous sommes malheureusement en mission, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes malheureusement en mission, on ne peut pas faire autrement. Vous avez devant vous un chroniqueur sportif. C'est le joueur qui dit... L'arbitre qui le dit aux joueurs. Vous êtes journaliste, et les joueurs, heureusement pour Balafon, les joueurs de Bamboutos s'entraînent à Bouddha.
je vous donne l'autorisation d'aller rencontrer un ou deux joueurs pour leur poser la question. Je dis ici, devant tous les téléspectateurs du monde entier, ce qui s'est passé dans ces vestiaires. Les dirigeants de Bambutos ont pris sur eux de protéger les arbitres et ont calmé cette situation. C'est surtout face à ces menaces qui pèsent désormais sur le corps arbitral à Bouddha que les dirigeants ont décidé de ne plus jouer dans ce championnat. Simplement parce qu'on ne voudrait pas porter la responsabilité des choses qui relèvent d'un autre siècle. Mais la vérité, c'est que les supporters sont exaspérés. Le nombre de pénaltys, les gens arrivent, on est tous dans les stades de football intérieur à Yaoundé, face au Canon, on était ici à Bonamoussadi, face à Aigle Royal du Mungo. Les gens rient, votre adversaire rit d'un pénalty qu'on siffle pour son équipe. Il ne comprend pas lui-même comment est-ce qu'on fait pour mettre pénalty contre Bambutos, une action anodine, il ne comprend pas. Donc les adversaires de Bambutos aujourd'hui ont des consignes. Lorsque vous avez la possibilité de tomber dans une surface de réparation, tombez. Vous tombez, il y a pénalty. Voici une équipe qui était, il y a moins de 3 ans, vice-champion du Cameroun, vainqueur de la Super Coupe du Cameroun, qui du jour au lendemain, malgré les investissements colossaux, se retrouve de ce point à dégringoler, d'aller de défaite en défaite. Ils ont pensé que sur le plan sportif, les gars n'allaient pas s'en sortir. Mais tout le temps, il y a un renouvellement, c'est une chose, c'est pas ce qui se passe à Bouddha, ça renaît toujours. Justement, le renouvellement au sein de Bambutos de Bouddha fait également parler, parce qu'on a l'impression que le club, à l'intérieur, dans sa gestion, n'est pas aussi irréprochable que ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'une équipe qui change de coach, d'entraîneur à chaque fois, peut quand même avoir une image différente au sein des supporters. Vous faites une passe décisive en parlant des changements des coachs. On parle de football, passe décisive. Les arbitres encore, on dit, et quand je parle des arbitres, je parle d'un niveau très haut, la désignation des officiels des rencontres de football, je ne vais pas citer un nom ici, mais il se reconnaît, qui a dit clairement à certains dirigeants de Bambutos, changez autant de coach que vous voulez, vous ne gagnerez aucun match. J'ai dit, Charles Douglas est là, il peut descendre sur le terrain, mener sa propre enquête. Donc, ça veut dire une passe décisive. Quand on parlait de changement de coach, là, on ne va pas changer de coach. On a dit qu'on quitte. On a interpellé la Fédération camerounaise de football à plusieurs reprises sur les agissements des arbitres. Je disais tantôt qu'ils ont pensé que sur le plan sportif, on n'allait pas s'en sortir. Mais la victoire de Bambutos face à la terreur du championnat lors de la phase aller Sahel à Garoua, Gazelle à Garoua, pardon, merci. De cette victoire-là. A réveillé ces gars, ils ont dit mais attends, on pense qu'ils sont morts, mais s'ils commencent à battre le premier, ça veut dire qu'ils vont remonter. Non. À partir de là, il y a eu une série de pénaltys pendant les rencontres de Bambutos inexplicables. Mais le match contre Dynamo, c'est pas un pénalty. Non, le match contre Dynamo, c'est pas un pénalty. Mais dans le match contre Dynamo, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre d'actions litigieuses dans la surface de réparation Dynamo? On vous en a parlé? Le nombre. Quand on dit les supporters sont sortis exaspérés, moi je suis dans les groupes des supporters, je suis dans les forums, où les gens vous disent souvent ils jouent bien, mais pourquoi est-ce que les arbitres sont clairement en mission? Il y a des noms qui reviennent, il y a des noms des arbitres, s'il vous plaît, qui reviennent tout le temps. Les arbitres qui viennent sur les matchs de Bambutos tout le temps, il y a un arbitre qui s'appelle Sadrak Tajou, qui revient dans les matchs de Bambutos systématiquement. Et lorsqu'il arbitre ces matchs-là... C'est dans le fameux Sadrak qui aurait affirmé qu'il est en mission. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, il y a cet arbitre qui revient systématiquement à la programmation de Bambutos. Mais Charles, vous avez tout le temps dans les stades. Il y a Sen et Meyeme, ces deux arbitres-là, particulièrement, qui sont dans les histoires de Bambutos. Et on a dit qu'on ne veut plus d'eux. Partout en Europe, de n'importe où, on peut contester, on peut évoquer. Mais maintenant, comment ils font... Dans la programmation des matchs aujourd'hui, ils ne désignent plus les arbitres. Donc, on fait une programmation, on désigne les arbitres peut-être un jour avant. Donc, on fait une programmation, on met la date, le lieu, et puis on met le team, parfois vous découvrez l'arbitre à quelques heures de la rencontre. Après, juste quelques heures avant, on vous envoie des mercenaires. Juste une parenthèse, Amand. Est-ce que le fait de désigner
les arbitres un jour ou 2 jours avant, à l'insu des clubs, c'est pas aussi peut-être, je dis peut-être, une façon de protéger. Oui, pour que il n'y ait pas Justement, parce que vous avez évoqué tout à l'heure cette tension. On a pensé à ça et puis ce serait une bonne chose. Dans un monde, un fonctionnement normal. Maintenant, dans un championnat, on n'est pas sur une situation de coupe ou un bussard, comme on dit au quartier. Dans un championnat, quand on désigne un arbitre à la veille du match, quel temps matériel avez-vous pour révoquer, par exemple, un arbitre, pour contester? Quel temps avez-vous? Il est trop peu. Est-ce qu'on se comprend? Il est trop peu. Ça veut dire que les gens sont dans leur laboratoire en train de fabriquer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que Bamboutos FC de Bouddha a suffisamment de preuves, des preuves qui justifient ces accusations? Avant votre arrivée, on parlait avec Charles Douglas Demba des recours possibles. C'est-à-dire, on a des matchs qui sont retransmis soit via des pages sur Facebook, soit à la télévision, ainsi de suite. Regrouper justement ces éléments et saisir les juridictions. Non, à la question de Claude, j'ajouterais, est-ce qu'il y a eu... une fois que vous avez saisi la commission centrale des arbitres pour récuser la désignation de X ou Y arbitre? Avec plusieurs courriers sont arrivés à la Fédération camerounaise de football. C'est la note qui dit qu'on est participé au championnat et mentionne qu'après plusieurs interpellations. Alors, l'opinion a perçu ces interpellations comme des interpellations pour réclamer les primes. Justement. Non, c'est pas simplement pour les primes, c'est autre chose. Maintenant, pour récuser les arbitres, pour se plaindre du comportement des arbitres dans les rencontres de Bamboutos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas là pour... Non, et puis, en même temps, il faut qu'on soit sérieux. Dans une fédération, moi, j'ai beaucoup d'amis à la Fédération camerounaise de football. Je n'aime pas souvent venir sur les plateaux de télévision parce qu'après, je regarde... Hier, j'étais avec quelqu'un, je vais le citer ici, Paul Désibia, qui, de toute évidence, est mandaté par la Fédération aujourd'hui pour dire des choses sur les réseaux sociaux. Non, je lui ai dit hier, et comme je vous le dis ici... Non, on ne parle pas de lui. Non, voilà, il y a ce journaliste-là, j'ai dit, je ne l'ai jamais vu sur un terrain de football, je ne l'ai jamais vu dans un match de Bamboutos, et puis subitement, il parle de Bamboutos et il parle des choses qui se passent dans Bamboutos de Bouddha. Non, il y a quelque chose qui se trame du côté de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas si les élections qui arrivent et qui rendent les gens un peu fébriles et font n'importe quoi, mais il est clair qu'il y a une cavale contre Bamboutos de Bouddha. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dit preuve. Charles Douglas est là. Heureusement que vous avez un chroniqueur qui se respecte et qui est respecté au Cameroun sur votre plateau. Qui suit surtout l'actualité sportive. J'ai dit, tous les présidents du club, aux responsables du club, qui ont eu à parler, à critiquer le fonctionnement de la fédération, à quelque niveau que ce soit ils sont très vite mis à genoux, soit ils sont partis du football. Partis d'eux-mêmes, où ils ont vu leurs équipes perdre des matchs, une série de matchs inexplicables. Je pose la question à Charles Douglas, si je suis dans le faux qu'ils le disent ici devant vous. J'ai pris les exemples. UMS, Stade de Berthois, j'ai dit Dragon de Yaoundé. Il y a une autre équipe dans le sud-ouest, dans le nord-ouest du sud-ouest en deuxième division qui a totalement disparu. Djalaquan, on parle de Djalaquan, mais il y a une autre encore. Il y a Bamboutos de Bouddha aujourd'hui. J'ai parlé des stades de Berthois dans toutes les régions. Mais dès que vous... Bamboutos n'a pas disparu. Non, mais Bamboutos va disparaître. C'est le vœu de certaines personnes à Yaoundé, je vous le dis clairement. Mais non. Le truc, c'est que aujourd'hui, ils sont face à une situation qui les dépasse un peu parce que, en même temps, on veut faire descendre Bamboutos et après, il y a des gens qui pensent que Bamboutos est l'équipe qui leur donne de l'argent. C'est-à-dire qu'on exploite les supporters de Bamboutos, on manipule Bamboutos, mais à la fin, on chosifie Bamboutos. À un moment, il faut rectifier deux ou trois choses. Ce n'est plus le cas parce que aujourd'hui, c'est le club. Le fait que les supporters de Bamboutos de Bouddha viennent nombreux au stade bénéficie désormais d'abord à Bamboutos de Bouddha. Quand vous regardez la grille au club de cette saison,
concernant la billetterie. Quand vous gagnez la grille de billetterie, donc aujourd'hui on ne peut plus tenir ce discours. Non. Après... Non, je ne suis pas d'accord. Puisque vous dites, vous avez dit qu'on ne parlait pas d'argent. Hein. Maintenant, si vous voulez insister là-dessus... Non, je parle de la manipulation des supporters. Je dis que, quel que soit la répartition des recettes que vous avez au Cameroun, lorsqu'une équipe joue contre Bamboutos dans ce pays, cette équipe ressort avec quelque chose. Il y a des équipes qui font toute une saison qui ne peuvent pas avoir 100 000 francs CFA. Le seul test de jour contre Bamboutos de Bouddha leur donne au moins de 100 000 francs CFA. Roger, il nous reste 2 minutes pour sortir de cette émission. Aujourd'hui, Bamboutos de Bouddha a pris sa décision. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle revienne sur cette décision? Si oui, à quelles conditions? Je pense que Bamboutos peut revenir sur sa décision. Mais il faudrait pour cela que la fédération soit claire avec tout le monde, qu'elle écoute tout le monde. Lorsqu'une équipe se plaint, ce n'est pas pour rien. Il faut aller regarder pourquoi l'équipe se plaint. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les pénaltys, qui ont été partagées dans différents réseaux sociaux. La fédération a vu ces vidéos. Elle devrait pouvoir mener ses enquêtes pour voir si effectivement les arbitres font leur travail. J'ai donné 2 noms des arbitres ici. Si le président de la Fédération camerounaise de football nous regarde, qu'il aille vérifier dans les programmations, il constatera la récurrence de ces arbitres dans les matchs de Bamboutos et les résultats qui en découlent. Il y a généralement des pénaltys. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y a même des présidents de clubs, qu'on dit proches du fédéral de la fédération, qui auraient payé certains arbitres pour faire descendre Bamboutos. Et des arbitres le disent. Je vous ai dit qu'on est à 1 million, on se parle. Je ne disais pas citer de nom. Je n'ai cité aucun nom ici. Je vous le dis tel que je... Et puis j'ai dit encore, Charles Douglas est journaliste, il peut aller enquêter sur le terrain et comprendra que ce que je dis ici, c'est la vérité. Donc Bamboutos souhaite être écouté. Je voudrais corriger 2 ou 3 choses. D'abord, j'ai corrigé pour les supporters qui sont manipulés. Les faits montrent que ce n'est pas le cas. Ensuite... la manipulation, moi, je parle la vache à lait en fait des autres. Sur 4 équipes qui doivent descendre, Bamboutos n'est pas seul dans la zone rouge. Non, Bamboutos n'est pas seul... Est-ce que cela sous-entend que la fédération a donc décidé de tuer ces clubs-là? Parce que si on s'en tient à ce qui se dit dans l'écosystème du football, que Dynamo de Douala est proche de la fédération, Union est proche de la fédération, Union pour l'Académie de Bamenda est proche de la fédération, je vous cite là des clubs qui sont dans la zone rouge, avec AS Fortuna. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir cet argument-là. Les équipes qui vont mal, ça se voit sur le terrain que, 1, leurs rencontres ne sont pas très courues, 2, ces équipes-là, elles ont presque toutes des particularités. Elles ont changé 1, 2, 3 fois d'entraîneur cette saison. Et après, quand vous regardez le recrutement et le jeu, aujourd'hui, les équipes qui sont en tête de notre championnat, c'est les équipes qui ont d'abord une stabilité au niveau du banc de touche. Coton, Gazelle, Colombe, avec Richard Toa qui est en train d'enchaîner la 2e saison d'affilée. Lorsque vous regardez les équipes du bas du classement, c'est totalement l'inverse. Donc, il y a des points factuels qu'on peut relever pour dire ce fonctionnement n'est pas un fonctionnement d'une équipe qui va pouvoir rester en MTN Elite One. Donc je crois que les clubs, au-delà des accusations, doivent aussi... On va sortir de l'émission. Il est important de casser d'abord ça. Parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui descendent, il y a des équipes qui sont dans la zone de relégable depuis le début de la saison. Il y a des équipes qui y rentrent de manière catastrophique. Est-ce que ces équipes qui sont dans cette zone-là se sont plaintes? Non. Bamboutos de Bouddha se plaint à raison parce que ces matchs ne sont pas dirigés correctement. Je le dis ici de façon claire et que ce soit compréhensible, compris par tous. Nous le disons ici fermement, nos matchs ne sont pas dirigés correctement. Donc la série, regardez les pénaltys qui sont sifflés ces derniers temps. On parle de quoi? Regardez, je vous dis, sur les terrains de football, les adversaires sont surpris parfois quand on leur donne un pénalty, on leur accorde un pénalty face à Bamboutos, les gars ne comprennent pas. À Yaoundé, face au Cameroun de Yaoundé, je supporte également, non mais là il n'y a pas pénalty, c'est quoi cette histoire? Donc c'est par rapport à tout cela, à tous ces faits que vous avez cités ici tout à l'heure, et pas à cause de l'argent. Pas à cause de l'argent, que Bamboutos de Bouddha souhaite une seule chose d'abord, d'être écouté, et par la suite pourrait revenir sur sa décision. En tout cas, c'est le vœu de millions et que le championnat soit dirigé de donc les dirigeants de Bamboutos ne sont pas reçus à la fédération. Non, merci, messieurs, on va sortir de l'émission. Si on sort là, ça on le dit, il faut préciser que tous les présidents qui ont été un temps soit peu contre
et Samuel Eto'o, la vous parlez s'il vous plaît, non, je le dis, Charles, il faut prendre ça pour donner cet exemple. Charles Douglas, de quoi on parle? Je veux dire, c'était les équipes. Si c'est faux, vous me dites que c'est faux. Tous ces présidents qui ont été contre Eto'o à un moment donné sont en train de disparaître. Les équipes perdent des matchs, ils sont suspendus. Ça reste et votre donc, le tour des Bantos, paraît-il, est arrivé. Merci beaucoup, Armand Roger Tepono. Merci également, Charles Douglas. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain à 19h30.